conférence est en cours d'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au premier webinaire de l'association Mobilise-nous. J'ai nommé Bas les masques, une expression toujours d'actualité. C'est vrai que les masques rythment pas mal notre quotidien depuis déjà plusieurs semaines et continueront à le faire dans les semaines à venir. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de masque Covid, mais bien d'un autre type de masque et rassurez-vous, on vous expliquera tout pendant ce webinaire. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un webinaire ? Beaucoup nous ont posé la question lorsqu'ils ont vu l'animation arriver. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, webinar, c'est la contraction de web et de séminaire. Finalement, c'est un séminaire qui est proposé en ligne. Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer tout de suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de parler de Mobilise-nous. Qui vous a invité aujourd'hui? C'est l'association LGBT+, des collaborateurs et collaboratrices du groupe Orange, ainsi que leurs amis. Vous aurez deux animateurs qui représentent l'association aujourd'hui. Est avec moi Claire Lamberti, vice-présidente de l'association. Bonjour Claire. Bonjour à tous et toutes. Et donc on trouvait ça important de vous présenter très rapidement qui nous sommes, qui est l'association Mobilise-nous et comment nous travaillons. Donc je vous l'ai dit, nous sommes une association de loi de 1901 créée en 2008, totalement apolitique et asyndicale afin de pouvoir répondre à tous. Et pourquoi de loi de 1901? Simplement pour garder une indépendance totale vis-à-vis d'Orange. Parfois, certains pensent que Mobilise-nous, c'est un sous-groupe d'Orange. Pas du tout. C'est une initiative de collaborateurs et de collaboratrices, tous bénévoles, qui œuvrent pour les LGBT+, puisque notre mission principale, c'est de développer un environnement de travail qui soit ouvert, respectueux et inclusif pour toutes les personnes, dont les LGBT+. Pour ce faire, nous travaillons sur trois principaux piliers, que sont l'engagement. L'engagement, c'est être là où les personnes LGBT+, en ont besoin pour répondre à tous les cas de LGBT-phobie. Donc ça peut être une personne qui en est victime qui nous sollicite, mais également une personne qui en est témoin. On observe une situation de LGBT-phobie au sein du groupe Orange. On a le choix. Alors bien sûr, certains vont penser à contacter leur manager, d'autres un RH, mais d'autres vont pas être vraiment forcément à l'aise et ne pas savoir vers qui se tourner. Et du coup, l'association est là pour ça, pour prendre toutes ces différentes remontées qui peuvent exister et faire en sorte d'agir localement, puisque toute situation finalement est unique. Et l'autre chose qui est unique, eh bien, ce sont les accompagnements, puisqu'on s'engage à être aux côtés des collaboratrices et des collaborateurs lorsqu'ils entament un parcours de transition. On le sait, c'est une période qui est très importante dans la vie d'une personne qui choisit d'entamer qui entame ce parcours de transition, et nous sommes à ses côtés pour faire en sorte que ce soit des opportunités finalement plutôt que des obstacles. Il faut savoir que l'accompagnement, ce n'est pas que pour la personne qui entame un parcours de transition, mais également pour son équipe, également pour son manager, puisqu'il faut faire en sorte de, encore une fois, créer un environnement qui soit vraiment inclusif pour cette personne. Le troisième pilier, c'est la sensibilisation, et ça nous prend vraiment beaucoup de notre temps au sein de Mobilise-nous, puisque c'est rendre visible la diversité LGBT+, à travers des actions de proximité, que ce soit pour les collaborateurs et collaboratrices du groupe, mais aussi en dehors. Alors très concrètement, comment ça se passe? Ça peut être des stands de sensibilisation, on travaille soit avec Orange, soit indépendamment et soit même parfois en dehors. En fait, c'est rendre visible les actions qui sont faites côté Orange, car il y en a. C'est aussi montrer les actions que nous, en tant qu'association, on fait, mettre en avant les associations communes, et enfin, montrer aussi le chemin qui reste à parcourir, puisque la lutte contre toutes sortes de discrimination, ce n'est pas encore terminé. Et enfin, nous avons à cœur d'animer un réseau LGBT+, que nous avons nommé Convivialité. Donc ça, c'est à travers toute la France, puisque nous sommes un conseil d'administration. Donc avec Claire, nous représentons ce conseil ce soir. Nous avons toute une équipe qui est avec nous. Mais aussi et surtout, nous avons depuis maintenant plusieurs années un réseau de référentes et de référents en région à travers toute la France qui permettent d'animer ce réseau LGBT+, et qui est là aussi pour créer le pont entre tous les salariés, où qu'ils soient. Voilà pour la présentation de l'association. Et ce que je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire, eh bien, c'est de vous interroger sur différentes situations. Alors, je vous explique.
Les LGBT aujourd'hui subissent parfois des discriminations. En tout cas, il y a des réalités qui sont exprimées, différentes enquêtes. Nous avons essayé en tout cas de recentrer différentes enquêtes que nous allons vous présenter ce soir, et ça nous semblait important d'avoir votre vision, d'avoir votre point de vue à toutes et à tous pour finalement mettre en parallèle la réalité des personnes LGBT et quelque part la perception qu'on peut en avoir. Que vous soyez LGBT+, que vous soyez allié, que vous souhaitiez simplement porter ce sujet-là avec nous aujourd'hui, eh bien, chaque regard finalement est important et compte. Et donc les questions qui sont posées dans le petit quiz qu'on vous a mis et qui doit apparaître sur votre écran, vous verrez, vous avez à peine 9 questions, c'est vraiment très rapide, eh bien on va y répondre à toutes pendant ce webinaire. Et nous, ça nous permettra derrière de voir qu'est-ce qui est de l'ordre de la perception et qu'est-ce qui est finalement plutôt évident pour chacun d'entre vous. Si vous avez besoin de nouveau qu'on envoie le lien, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la partie conversation. Donc vous avez le flashcode et vous avez le lien effectivement dans la conversation. C'est les deux moyens d'intervenir. Et du coup, puisqu'une Claire en amène une autre, je te laisse la parole Claire pour que tu présentes les propos d'une autre Claire qui est elle psychologue. Oui, on a souhaité vous apporter un éclairage un petit peu externe sur le sujet du port de masque. Bon, vous savez que c'est un sujet d'actualité, c'est un peu le clin d'œil de ce webinaire aussi. On porte tous des masques aujourd'hui pour des raisons sanitaires, mais globalement, Claire Bélanger nous amène une autre vision du port du masque liée à notre comportement dans la société, et on va regarder un petit peu en détail ce qu'elle nous dit au travers de ces quelques phrases. Alors tout d'abord, effectivement, en tant que personne dans une société, ce qu'on cherche à se faire aimer des autres, souvent, se faire accepter, se faire admirer éventuellement, c'est un désir légitime. Mais comment ça se traduit en fait au quotidien et pourquoi on le fait pourquoi on le fait de porter un masque. La première, c'est que on a peut-être peur d'être mal perçu par les autres. On a peur éventuellement de l'autorité aussi, comment l'autorité va réagir si on se comporte normalement. On a peur éventuellement de vexer aussi d'autres personnes. Donc ça fait un certain nombre de raisons qui fait qu'on peut être amené à porter un masque et à ne pas se montrer aux autres tel qu'on est en réalité. La peur du rejet est donc un des moteurs principaux du port d'un masque au quotidien. Et la conséquence aussi pour les personnes, c'est de ne pas pouvoir supporter ce rejet, et ça peut amener les gens à avoir un comportement suicidaire, passage à l'acte ou pas, mais en tout cas suicidaire dans son quotidien. Donc ça peut aller très très loin en fait pour la personne. Et au-delà de cet aspect qui est vraiment pas neutre pour une partie importante de personnes, c'est que avec le temps, à force de porter ce masque, à force de se comporter non pas comme on le souhaiterait, mais comme les autres, comme on pense en tout cas que les autres souhaitent qu'on se comporte, eh bien on finit par dissimuler aux autres qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, de pas montrer ce qui nous motive, ce qui nous habite, et au final à s'oublier, à se perdre, à ne plus savoir qui on est. Donc ça va aussi très loin de ce côté-là, même si on n'arrive pas au suicide, finalement on peut complètement se perdre et en arriver à se poser des questions sur mais finalement je suis qui. Et ce qu'elle dit c'est très fort, c'est une sorte d'automutilation. On s'ampute d'une partie de soi-même, voire on se crée une partie qui n'est pas à nous pour exister aux yeux des autres. Voilà. Donc sa conclusion est assez évidente. C'est bien de vouloir se faire accepter, admirer et aimer par les autres. C'est un désir légitime, mais il faut être vigilant. Ça ne doit jamais se faire au prix de sa liberté et de sa vérité. Voilà. Beau message. Et on va maintenant voir avec Fabien, je te repasse la main pour regarder en fait en chiffres qu'est-ce que ça signifie, comment ça se traduit dans la réalité du quotidien. Merci Claire, tu as effectivement dressé un vrai portrait de tous les risques lorsque l'on porte un masque. Je pense que les termes que tu as employés, que tu as lus, ont rappelé quelque chose à chacun d'entre nous. Mais nous aujourd'hui, on a voulu focuser sur ce masque plus spécifiquement pour les personnes LGBT. Et on vous affiche quelques chiffres, des chiffres sur lesquels on vous a posé d'ailleurs quelques questions dans nos quiz. On regardera un petit peu plus tard qu'est-ce que vous avez répondu dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
Plus d'une personne LGBT sur deux en France évite d'embrasser leur partenaire dans l'espace public, ne préfèrent pas lui tenir la main, et enfin évitent de se montrer auprès de leurs voisins. Or, on le sait, hein, les êtres humains sont quand même, c'est une espèce sociale, on a besoin des uns des autres, on vit quelque part toujours en communauté, que ce soit en ville ou à la campagne, et ne pas pouvoir s'afficher tel que l'on est auprès, ne serait-ce que de ses voisins, c'est aujourd'hui quelque chose qui impose de porter un masque, et encore une fois j'insiste sur ce chiffre, plus d'une personne sur deux. Les derniers chiffres sont un petit peu moins en termes de volumétrie importants, mais je trouve qu'ils le sont tout autant en termes de symbolique. 37% des sondés ont indiqué éviter certaines rues, et là encore, pas de discrimination. C'est aussi bien dans les milieux, dans les grandes villes, plus de 20 000, plus de 100 000 habitants, que à la campagne. Et un tout petit peu moins, 28%, font attention à leur tenue vestimentaire lorsqu'ils sortent, de peur eux-mêmes, finalement, d'apparaître, enfin, avoir peur que leur homosexualité puisse se lire sur leur apparence. Donc les chiffres qu'on vous donne, on vous a donné la source en systématique pour que vous puissiez le vérifier, mais on trouve que ce résultat valait la peine d'exposer ces chiffres ce soir, et du coup de faire un tour, un tour pas tout à fait du monde, en tout cas ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais en tout cas un tour d'Europe, de la réalité pour les personnes LGBT+, puisque aujourd'hui, en tout cas lorsque nous, Mobilise-nous, on propose des événements de sensibilisation, on entend encore trop souvent que pour les LGBT+, aujourd'hui en France, tout va bien, ça va mieux, et bien on a souhaité dresser un portrait qui est peut-être un peu moins reluisant, mais qui est simplement la réalité. Alors, on va d'ailleurs commencer tout de suite par la partie Europe en parlant d'un classement, le classement ILGA Europe de 2020, où on va le voir, la France a pas mal chuté, on va voir pourquoi. Mais avant de commencer à vous exposer ce classement, on a voulu vous faire un petit lexique des termes que nous allons employer. Nous allons en employer deux pour parler des LGBT ce soir. Tout d'abord, nous allons reprendre le terme de LGBTI, puisque c'est un terme qui a été repris au sein de l'ONU. LGBTI veut dire lesbienne, gay, bi, transgenre et intersexe. Quand nous, Mobilise-nous, et dans nos communications envers Orange, et donc Orange également, communique davantage sur le terme LGBT+, puisque nous avons fait le choix d'ajouter un plus pour englober toutes les autres réalités et rester compréhensible auprès du plus grand nombre, enfin auprès des personnes qui ne connaissent pas le sujet, tout simplement. Donc vous verrez qu'on alterne entre les deux, c'est simplement par rapport aux sources que nous avons, mais nous, Mobilise-nous, nous parlons aujourd'hui avec le sigle LGBT+. Donc je vous le disais, nous allons voir nous allons voir un classement européen. Alors tout d'abord, qui est ILGA qui a commandité ce classement? C'est la Fédération des associations LGBT+, en Europe et en Asie centrale. Chaque année, elle publie son classement qu'on va vous présenter ce soir. Alors, toujours à l'occasion du 17 mai. Le 17 mai, pour information, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Cette date a été choisie en commémoration, puisque le 17 mai 1990, l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Depuis, chaque année, c'est devenu la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, et elle est célébrée, notamment chez nous, chez Orange, à travers différents événements de sensibilisation. Donc l'ILGA, chaque année, évalue la situation des droits des personnes LGBTI dans les 49 pays en Europe, en examinant pas moins de 69 critères qui correspondent aux lois et politiques publiques à destination des personnes LGBT+, dans le pays qui est concerné et qui est donc noté. Pour faire ce classement, ils utilisent 69 critères qui se distinguent en 6 catégories. L'égalité et non-discrimination, famille, crime de haine et discours de haine, reconnaissance juridique du genre et intégrité corporelle, et enfin, espace de la société civile, et le petit dernier, asile. Alors, ce qu'il faut noter, c'est le plus gros gadin de l'année revient à la Hongrie. Quand je parle de gadin, je parle de plus forte baisse par rapport à l'année précédente. La Hongrie n'est pas dernière de ce classement, mais la plus forte baisse avec 8 points en moins. Alors, pourquoi ces 8 points en moins? Eh bien, on a un petit peu creusé, et c'est en raison des procédures suspendues pour la reconnaissance légale du genre et le manque de protection de l'État lors des événements publics dans le pays. Donc cette chute doit alerter par rapport à la condition des personnes LGBT+ dans le pays, mais doit aussi être mis en parallèle à notre propre chute en France.
La France arrive au deuxième du top de chiffre dramatique derrière la Hongrie, puisque nous sommes passés de la 9e à la 13e position et que nous avons perdu également 8 points. Si on le met un peu en perspective avec nos classements précédents, nous étions en 5e position en 2017. Enfin, on parlera un peu plus largement de la situation de la France là-dessus, mais ce qui est important de retenir de ce classement-là finalement, c'est de se dire qu'en France, un pays où on a souvent l'habitude de penser qu'il y a une vraie évolution pour les personnes LGBT+, il y a une vraie avancée pour la diversité au sens large, eh bien c'est plus si vrai que ça, ou en tout cas on a déjà su être bien meilleur, et c'est moins le cas sur le classement de 2020. Donc on continue sur est-ce que finalement les LGBT+ doivent porter un masque en Europe. On a vu leur perception avec en interrogeant les personnes LGBT en France en introduction, mais si on regarde un petit peu dans le détail ce classement ILGA Europe, on voit qu'il y a une vraie disparité en fonction des pays. Ce qui est inquiétant finalement, c'est que sur ce dernier classement, il n'y a eu aucun changement positif dans près de la moitié des pays. Là où on pourrait penser que la diversité évolue d'année en année, eh bien on se rend compte que pour la thématique LGBT+, en tout cas, on est dans une Europe qui, pour la moitié en tout cas, n'évolue pas dans un sens positif. Des pays qui étaient autrefois leaders sur ces questions, aujourd'hui, accusent un véritable retard en faveur des égalités pour les personnes LGBTI. Pour la deuxième année consécutive, il y a aussi des pays qui reculent sur le Rainbow Index, pendant que des protections qui ont été acquises très durement par les associations et les représentants LGBT locaux finissent par disparaître. On va vous donner une petite citation. La régression est plus visible dans les pays où les droits civils et politiques sont restreints. Les défenseurs des droits humains LGBTI y sont de plus en plus vulnérables. Les autorités prennent des mesures actives pour amoindrir les associations de la société civile et essaient d'interdire les événements publics. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est difficile derrière de se rendre compte qu'est-ce que c'est que vraiment amoindrir les associations de la société civile et interdire les événements publics. Du coup, on a voulu zoomer un petit peu sur un pays en particulier qui est la Pologne. Donc la carte que vous avez à droite n'est pas la carte du réchauffement climatique, mais c'est la carte qui expose les zones libres de toute idéologie LGBTI. Depuis janvier 2019, 88 comtés du pays, donc comtés, districts ou municipalités, ont adopté des résolutions se déclarant des zones libres de toute idéologie LGBTI. Donc très concrètement, j'ai pas les photos à vous montrer pendant cet événement, mais sachez que à l'entrée de certains pays, là où en France on vous annonce une ville fleurie avec un quota de fleurs, eh bien il y a un anti-drapeau LGBT qui est affiché à l'entrée de ces municipalités et sur lequel il y a bien marqué Free Zone LGBT. Donc c'est vraiment inquiétant. Alors, comment ça se passe concrètement? Les résolutions en place encouragent les élus locaux à s'abstenir de toute action visant à encourager la tolérance à l'égard des personnes LGBTI et à ne pas fournir d'aide financière aux ONG qui œuvrent en faveur de l'égalité des droits. Bien évidemment, le Parlement européen a réagi l'année dernière. Ils ont voté en majorité un texte exhortant les autorités polonaises à révoquer ces résolutions, mais depuis, rien n'a changé. Et c'est d'autant plus inquiétant que, pas très loin de la Pologne, en Russie, ça fait quelques années qu'il y a des sujets sur la visibilité des personnes LGBT, et notamment, on en parlait un peu en introduction, se tenir la main, se faire un bisou en public, s'afficher avec son ou sa partenaire librement dans l'espace public, et bien ça, c'est des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui chez nos voisins russes. Donc c'est forcément inquiétant pour la Pologne qui est en Europe, mais il ne faut pas oublier nos voisins, même s'ils sont un petit peu plus éloignés. La dernière marche des fiertés qui s'est tenue en septembre à Białystok, j'espère que je l'ai bien prononcé, et bien, les participants à cette marche ont été accueillis avec des jets de pierre. C'est quand même extrêmement lourd de sens. On est sur une situation qui est dramatique. Alors, je vous ai dressé le portrait des pays où on pouvait ou non partir en vacances assez librement puisque la période va plutôt s'y prêter. Il se trouve que beaucoup de Français ont décidé de partir en vacances en France cette année. Du coup, Claire, qu'est-ce qu'il en est concrètement de la situation en France? Alors, Claire, j'espère que tu ne t'es pas mis en muet. Pardon, j'étais en muet, effectivement, pour éviter les bruits parasites, donc effectivement, ça marchait moins bien. Alors, oui, en France, comment on se situe, nous, en France? On a vu des pays européens qui sont pas forcément des exemples, on va dire ça comme ça. Chez nous, qu'est-ce qu'il en est?
Donc on vous a présenté plusieurs dates qui sont... bon, on a dû faire un choix parce qu'il y a quand même pas mal de dates potentielles à vous présenter, mais on a fait des choix. On a d'abord regardé un petit peu depuis quand l'homosexualité n'était plus considérée comme une maladie mentale en France. Donc je parle bien de en France, tout à l'heure on a évoqué au niveau international. Oui. Voilà, et on voit que c'est assez récent, entre guillemets, c'est 1981. Depuis 1981, voilà, on arrête de faire des lobotomies pour tenter de guérir les personnes homosexuelles, puisqu'on les considérait comme malades, et donc on voulait guérir leur cerveau. Si on regarde le pendant côté transidentité, eh bien, sur la transidentité, j'ai perdu la date. C'est en 2010, voilà, c'est la troisième date du transparent. La France a franchi le pas en avance de phase aussi par rapport à l'international, c'est assez intéressant, pour dire que les personnes transidentitaires n'étaient plus non plus des malades mentaux. L'identité de genre ne faisait plus partie des maladies, des affections psychiatriques. Donc deux dates importantes, on voit quand même l'écart assez important entre 1980 et 2010 qui montre qu'à l'intérieur de la diversité LGBT, il y a aussi une diversité sur la prise en charge et l'acceptation des identités. Et c'est assez significatif ce décalage de presque 30 ans. Autre élément intéressant, c'est les personnes LGBT+ sont comme les autres susceptibles de fonder des familles et donc de fonder des couples. On voit en 1999 une première date importante avec l'arrivée du pacte qui a permis à des couples homosexuels d'être reconnus par un contrat, un pacte civil dans leur vie de couple. Et une autre évolution en 2013 avec le mariage pour tous. Alors, comme vous le savez, cette année-là, il y a eu quand même beaucoup de discussions et de manifestations. Et donc il y a eu beaucoup de scissions, on va dire, dans la population française autour du mariage pour tous. Donc ça s'est pas fait naturellement non plus et sans douleur. Donc le mariage a été autorisé sur des couples homosexuels en 2013. Autre date qu'on a relevée, 2016, en ce qui concerne le don du sang, puisque des discriminations étaient faites pour les personnes homosexuelles liées au risque de transmission du sida. Et donc on avait 12 mois d'abstinence avant de pouvoir donner son sang, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit pendant 12 mois. Cette précaution avait été allégée l'an dernier et vient d'être levée heureusement cette année, puisque l'an dernier on était passé à 4 mois de mémoire. Et donc c'est passé, voilà, aujourd'hui ou hier, je crois que c'est tombé. Ça a été levé. Voilà. Donc on avance, puisque de toute façon les risques d'attraper le sida sont les mêmes pour tout le monde. Les homosexuels ne sont pas plus privilégiés que les autres pour attraper ce genre de maladie. L'essentiel étant de se protéger pour qui que ce soit, quelles que soient ses attirances. Et dernière date que nous avons retenue pour vous, qui est une date aussi, pour le coup, la France est en retard, 2016, puisque on a des principes internationaux qui ont été énoncés en 2007, puisque le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en fait a validé les principes de Yogyakarta, des principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, et qui en gros disait que les personnes transgenres devaient pouvoir changer d'identité, donc à la fois prénom et genre facilement, rapidement aussi, auprès d'un officier d'état civil. Et la France était très en retard, puisque seulement en 2016 en fait une loi est passée, là aussi avec beaucoup de difficultés, beaucoup de discussions, y compris dans les associations transgenres. Il y a eu pas mal de discussions sur le fait qu'on acceptait cette loi ou qu'on demandait d'aller plus loin. En tout cas, cette loi a permis de faire des changements de prénom auprès de l'officier d'état civil dans les mairies, et d'obtenir aussi un changement dit de sexe, c'est complètement idiot, mais bon, puisque c'est le genre qu'on change et pas forcément le sexe, à l'état civil pour les personnes transgenres, avec un élément important, c'est que on ne demande plus de documents médicaux pour effectuer cette demande-là.
Et c'est capital puisque une grande partie des personnes transgenres ne se font pas opérer et donc techniquement ne changent pas de sexe, donc ne doivent pas produire de documents médicaux pour attester qu'ils ont changé de sexe, sachant qu'en plus les juges avant pouvaient demander des expertises assez ignobles, du style mesurer la profondeur du vagin pour s'assurer que c'était un vagin suffisamment féminin. Bon, voilà. Je vous passe les détails, mais c'était assez horrible. Voilà pour les quelques dates que nous avons retenues. Une petite aparté claire sur les résultats de notre quiz. Tu sais, on avait posé la question dans le quiz pour, selon nos participants, quand la France avait-elle retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales, la première date que tu as donnée. À 57%, la date était plutôt connue, donc on voit que c'est un événement qui quand même a marqué les esprits, mais une autre date était visiblement moins reconnue. C'était donc la France a été le premier pays à retirer les troubles précoces de l'identité de genre de la liste des affections psychiatriques. Et bien 43%, ce qui est la majorité, nos participants ont répondu 1999, là où la réalité était de 2010. Donc première idée reçue qui est cassée ce soir. Les avancées pour les personnes transidentitaires sont bien plus récentes qu'il n'y paraît. Tout à fait. Ça ne fait que 10 ans, hein, pour avoir conscience de ça. Ça ne fait que 10 ans que nous ne sommes plus considérés, les personnes trans, comme des personnes malades psychiatriquement. Ça laisse réfléchir quand même sur la situation, malgré tout. Alors après aujourd'hui, quels sont nos combats, puisqu'il y a des avancées, mais c'est pas terminé, on n'est pas encore dans une situation satisfaisante pour les personnes LGBT+. Aujourd'hui, le combat principal, il est sur la PMA, hein, la procréation médicalement assistée, clairement pour permettre aux lesbiennes d'avoir des enfants. Et c'était un engagement du programme de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on espère que cette année, avec les multiples rebondissements, y compris Covid, que ça va finalement bien être passé en termes de loi, voté en termes de loi, et que ce sera accessible. Aujourd'hui, les lesbiennes qui vont faire de la PMA à l'étranger ont déjà le plus grand mal à se faire reconnaître la parentalité vis-à-vis des enfants. Ils sont obligés de faire des procédures d'adoption. C'est très compliqué, en dehors du fait d'être obligé d'aller faire la PMA à l'étranger. Voilà. On peut passer à la suite. Donc des avancées, c'est vrai, mais malgré tout, malgré ces avancées-là, il y a d'autres éléments qui sont importants, qu'il est important de relever. Donc là, on s'est appuyé sur les rapports de SOS Homophobie, puisque SOS Homophobie est une association qui, comme son nom l'indique, SOS récolte les témoignages d'un certain nombre de personnes LGBT qui subissent des actes homophobes. Donc tous les ans, ils extraient de toutes les informations qu'ils recueillent des rapports. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà une très forte augmentation par rapport à 2018 des témoignages reçus, plus 26%, c'est quand même vraiment pas neutre, et que ces augmentations continuent de manière alarmante depuis 4 ans. Donc il y a vraiment une tendance globale relevée par SOS Homophobie. Donc le nombre de témoignages qu'ils ont reçus, c'est quand même 2396 témoignages, qu'on peut comparer d'ailleurs aux chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais apporter un commentaire qui lui recense 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe en 2019 et qui note lui une augmentation de 36% par rapport à 2018. Donc on pourrait trouver curieux que le volume est inférieur et que l'augmentation soit supérieure, mais en réalité beaucoup de personnes LGBT hésitent à aller porter plainte soit à la police soit à la gendarmerie, déjà de par la peur qu'ils ont d'être mal reçus par la police et la gendarmerie et d'être renvoyés chez eux en disant mais non, vous imaginez des choses, il ne s'est rien passé. Donc voilà, les 36% qu'on note ici par rapport aux 26% du SOS homophobie sont liés à ça, c'est-à-dire que petit à petit quand même les personnes de plus en plus vont porter plainte après des actes qu'ils ont subis. Donc ça c'est un premier élément. L'autre élément qu'on peut relever, c'est que depuis la création du rapport en 2013, donc 2013, je rappelle, le mariage pour tous, c'est le deuxième total de témoignages le plus élevé. Donc c'est un peu inquiétant puisqu'on avait eu, suite au mariage pour tous, justement une augmentation très sensible du nombre de victimes d'actes anti-LGBT. Là, on s'en rapproche, donc c'est un signe, malgré tout, qu'il y a quelque chose qui se dégrade pour les LGBT dans leur situation quotidienne. Ce
qu'on peut noter aussi, c'est que le nombre d'agressions physiques contre les personnes LGBT continue d'augmenter, puisque là, on passe à 237 cas signalés contre 231. Ça peut paraître dérisoire, l'augmentation, mais encore une fois, tout le monde ne signale pas, et la tendance est quand même intéressante à noter. Les agressions deviennent de plus en plus physiques, violentes, contre les personnes LGBT. On peut aussi regarder ce qui se passe pour les personnes trans, si on fait un zoom particulier sur les personnes trans. Là, c'est aussi hallucinant quand on regarde les chiffres, plus 130% d'agressions physiques contre les personnes trans entre 2018 et 2019. Donc ça rejoint aussi l'idée que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les personnes trans subissaient sans se plaindre, entre guillemets, la plupart du temps les agressions et n'avaient pas, même pas auprès d'OSOS homophobie, signaler les agressions. Donc voilà, les personnes trans aussi commencent à s'exprimer et à dire les choses. Donc c'est aussi important de pouvoir le noter. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que sur les 208 cas de transphobie qui ont été rapportés sur l'année 2019, il y en a 1 sur 5 qui fait état d'une agression physique ou sexuelle. Donc le dérapage est quand même sensiblement important entre les agressions verbales et les agressions physiques. On voit que on peut très vite déraper du verbal au physique. Voilà. Après, ce qui est important aussi de signaler, c'est que justement, je disais, il y a des personnes qui commencent à s'exprimer. Vous l'avez sans doute remarqué, puisqu'elle est passée pas mal dans la presse écrite et à la télé. Julia a subi une agression qui, pour une fois, a été filmée. Donc, vous ne pouvez pas dire, mais non, vous imaginez des choses. Non, non. Là, c'était filmé, donc on ne pouvait pas nier l'évidence. Elle a bien été agressée. Cette médiatisation a permis aussi de donner du courage à d'autres personnes trans qui du coup se sont dit puisque il y en a parmi nous qui osent le faire, on va le faire aussi et on va aller déclarer notre agression auprès d'associations et auprès de la police et de la gendarmerie. L'exemple est important en fait sur les avancées, ça fait aussi partie des choses qui sont très importantes. Voilà, et bon là, on est sur la vie en général. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde du travail, on va voir différent. Voilà, ça peut être un petit peu différent. Et voilà, on sait très bien que le monde du travail est un monde dans lequel nous sommes immergés beaucoup de temps dans notre vie. Ça correspond à un nombre élevé d'heures. Donc c'est aussi important qu'est-ce qui peut se passer dans la rue. Voilà. Exactement. Alors contrairement à ce que l'on vous affiche avec le logo orange, qui était notre prototype qu'on n'a pas mis à jour au bon moment, on va parler du monde du travail dans sa globalité et pas uniquement chez Orange, puisque l'intérêt encore de ce webinaire, c'est de se rendre compte du masque qu'on est obligé de porter. On a vu l'Europe, on a vu la France, voyons le monde du travail. Mais avant de rentrer dans les chiffres précis, et d'ailleurs c'est intéressant de voir vos réponses par rapport aux réalités, on va vous parler un petit peu des recommandations qu'ont donné l'ONU. Parce que l'ONU s'est exprimée sur ces sujets, s'est exprimée sur les LGBT et ont invité les entreprises, en 2017, c'est récent, à adopter 5 normes de conduite. Donc ces 5 normes de conduite, vous les voyez à l'écran, c'est le respect des droits de l'homme qui devrait être élémentaire à la fois de leurs employés et clients LGBTI et des LGBTI en général, l'élimination de la discrimination à l'égard de leurs employés LGBTI sur le lieu de travail. Je rappelle quand même que le meilleur moyen pour faire avancer les mentalités, on dit souvent que c'est d'abord la sphère familiale, puis la sphère amicale. Le travail, on le sait, depuis plusieurs années, il y a une vraie porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, quelque part, plus on éliminera les discriminations au sein de l'entreprise, plus on fera aussi avancer les mentalités de la société de manière générale. Troisième point, offrir un soutien à leurs employés LGBT au travail, s'abstenir de toute discrimination à l'égard des clients, fournisseurs et distributeurs LGBTI et insister pour que leurs partenaires commerciaux en fassent de même et s'engager ensemble pour le respect des droits de l'homme des LGBTI dans les collectivités où elles mènent leurs activités. Alors c'est pas non plus un travail qui est que de 2017, qui est pour ainsi dire hier, puisque en 2011 le Conseil des droits de l'homme de l'ONU affirmait qu'il y ait de la responsabilité de chaque entreprise de respecter les droits fondamentaux et de remédier aux incidences négatives que ces activités pourraient avoir sur ces droits. En effet, une entreprise, ça a un pouvoir. On l'a dit sur la mentalité, déjà sur l'évolution en tout cas des mentalités, mais ça a aussi un impact
financier, puisque finalement, là où décide une entreprise de s'installer, si elle fait valoir son intérêt pour son respect des droits de l'homme et en plus particulièrement des droits pour les LGBTI, forcément les collectivités, les régions, parfois les États seront obligés d'adapter leur communication pour pouvoir accueillir l'entreprise et tous les avantages financiers qui vont avec. Autre intérêt, et ça on peut en parler notamment en France, lorsque une émission de télévision est taxée d'homophobie, de transphobie, qu'elle soit avérée ou non, aujourd'hui, les entreprises ont assez rapidement le réflexe, en tout cas les grandes entreprises qui ont un engagement auprès des LGBT, de retirer leur publicité. Puisqu'on voit, finalement, dès qu'une entreprise retire ses publicités d'un média quel qu'il soit, là, tout de suite, on voit qu'il y a une action qui est derrière, ou en tout cas une prise de parole qui permet de ne pas laisser passer n'importe quel message qui pourrait être vu par le plus grand nombre et interprété de la mauvaise manière. Donc, on vous a mis en plus à l'écran une intervention du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je vous laisserai en prendre connaissance. En tout cas, il relate tout le message que je viens de vous laisser passer. Donc ça, c'est pour la recommandation de l'ONU. Mais concrètement clair, en France, on a aussi des données qui sont plutôt précises. Effectivement. Alors en France, on a la chance d'avoir un baromètre depuis peu d'ailleurs, puisqu'on n'a que 2 éditions de ce baromètre. Le dernier baromètre date de 2020, donc il est de cette année. Hein, c'est très récent. Ce baromètre, en fait, il porte l'avantage aussi sur un échantillon de personnes qui sont dans les entreprises qui ont signé la charte de l'autre cercle, qui est une charte d'engagement sur les LGBT, hein, sur les droits des LGBT concrets pour les entreprises. Et l'objectif de ce baromètre est de mesurer justement les avancées qu'amène le fait de signer cette charte et les engagements qui vont avec sur les salariés. Donc, les personnes sondées correspondent à la fois à la population des personnes LGBT et des personnes non LGBT de l'entreprise. Donc c'est important parce que du coup on peut faire la distinction entre le ressenti et le vécu des personnes non LGBT et des personnes LGBT. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend en fait ce baromètre LGBT? Déjà qu'il reste des LGBT-phobies, ça perdure. Qu'une personne LGBT sur 4 a été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation. Donc là, on parle bien, encore une fois, du monde du travail. Que les moqueries désobligeantes, les propos vexants, les insultes ou les injures à caractère diffamatoire, ou encore une mise à l'écart, sont les 3 premières formes d'agression subies par les personnes LGBT. Donc, voilà, et mise à l'écart, c'est vrai pour les personnes trans, mais pas que. Hein. D'autres personnes LGBT peuvent être aussi mises à l'écart de l'entreprise, par l'entreprise, pardon. Ensuite, sur l'ensemble du panel, j'ai mon écran qui se met en veille. Sur l'ensemble du panel, donc sur les personnes LGBT et non LGBT, 4 employés sur 10 entendent des expressions LGBT-phobes, telles que enculé, PD, ce n'est pas un boulot de PD, ou gouine au quotidien entre les collègues du travail. Donc 4 sur 10, c'est quand même pas neutre, sachant qu'on interroge un panel de personnes qui sont dans des entreprises qui ont signé la charte LGBT. Donc on a encore du travail à faire sur cet aspect-là, du vocabulaire utilisé et de ce que ça implique pour les personnes qui sont concernées. Ensuite, on a, lors d'agressions, de situations LGBT-phobes, plus d'un employé sur 4 qui n'exprimera pas sa désapprobation. Bon. Autre élément intéressant qu'on repère dans ce baromètre, une personne LGBT sur 2 qui a eu récemment des pensées suicidaires en raison de son orientation sexuelle ou son identité de genre a subi des moqueries ou des propos vexants. Voilà, donc ça, c'est important, les propos, les moqueries, voilà, ça peut amener jusqu'au suicide. C'est loin d'être neutre pour les personnes LGBT. Donc c'est quand même 1 sur 2 parmi les personnes qui ont des pensées suicidaires, c'est dû à ça. Près d'un LGBT sur 6 déclare avoir subi au moins une discrimination de la part de sa direction. Donc là encore, on se pose des questions puisqu'on est dans des
personnes, on est dans des entreprises qui ont signé la charte LGBT. Voilà pour ce premier volet d'information. Et toujours sur ce sujet-là, en fait, l'aspect visible, pas visible, hein, on parle de porter un masque, donc c'est important de regarder aussi ce côté-là. Seule une personne LGBT sur 2 est visible dans son entourage professionnel. C'est 2 sur 3 dans les organisations signataires de la charte LGBT+ de notre cercle. Donc on voit un impact quand même très positif du fait de signer la charte d'engagement LGBT. Ça donne des signaux forts aux personnes LGBT. Ils peuvent être eux-mêmes dans l'entreprise. 77 des personnes LGBT en couple ont renoncé à afficher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre dans l'organisation. Donc là, c'est inquiétant aussi. Un phénomène d'auto-exclusion qui pèse sur le moral. 35% d'LGBT non visibles considèrent que le fait d'être invisible et donc de se masquer par rapport aux autres a un impact négatif sur leur bien-être quotidien au travail. En particulier, on le dit souvent, on est du coup obligé de s'inventer une autre deuxième vie ou au contraire de ne rien dire de sa vie, ce qui est dans les 2 cas très perturbant dans son comportement quotidien vis-à-vis des autres. Et à l'inverse, on note que 8 employés sur 10 sont à l'aise face à un éventuel coming out d'une collègue. Donc voilà, globalement, les employés, eux, envoient des signaux positifs au travers de cet avis-là en disant que finalement, ils acceptent bien les personnes LGBT pour 8 sur 10. Donc nos peurs en termes de LGBT peuvent être aussi un facteur qui fait qu'on est invisible. Bon, les peurs ont été motivées par du vécu. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que l'évolution des salariés globalement sur le sujet est bien réelle, en tout cas dans les entreprises qui ont signé cette charte LGBT. Oui. Et voilà. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène, puisque là on vous parle de notre point de vue à nous du sujet, mais ce qu'on avait souhaité, c'était accueillir des témoins pour vous donner leur point de vue, leur vérité sur le sujet. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Tail, donc qui travaille à Mélan chez Orange Lab Service. Services d'ailleurs, je pense qu'on dit non. Doit peut-être manquer un S. Voilà. Donc Hélène, j'ai eu le plaisir d'être une des personnes qui l'a accompagnée sur sa transition récemment. Donc ça me fait vraiment énormément plaisir de vous la présenter aujourd'hui et de lui laisser la parole pour vous dire voilà son ressenti à elle par rapport au fait de porter un masque et de l'enlever ensuite. Je te laisse la parole, Hélène. Merci. En fait, voilà, je voulais un petit peu raconter mon histoire. Alors, j'avais commencé prévu de vous dire que je vais vous raconter l'histoire d'une femme. En fait, cette femme, c'est moi. Cette femme, en fait, elle est, à sa naissance, on a écrit un M sur sa carte d'identité et pas sur son état civil. On a mis la mention M et on lui a dit qu'elle était un garçon et on l'a élevée comme un garçon. Donc, forcément, elle l'a cru parce qu'elle savait pas, elle ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais elle se sentait pas à sa place. Bon, alors je vais parler je vais parler à la première personne puisque les masques sont déjà tombés en fait. Mais en fait, voilà, ça a été très très long pour moi de comprendre ce qui m'arrivait et en fait, je comprenais pas, je me sentais pas à ma place et c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi. Il y avait un malaise, mais bon, j'ai vécu assez longtemps sans vraiment être moi-même, mais en étant quand même en avançant petit à petit. Et puis jusqu'au jour où j'ai compris que en fait il y avait quelque chose qui n'allait pas et que en fait j'étais pas moi-même. Et j'ai compris que j'étais une femme. Je savais pas. J'ai vécu toute une partie de ma vie sans le savoir. Même si je m'en doutais, je savais que. Enfin, mon sentiment, c'était de me dire, j'aurais voulu être une femme, mais je savais pas qu'en fait, j'en étais vraiment une, parce que ce que j'ai compris, c'est que l'identité de genre, on l'a en soi et on peut, et d'ailleurs, il n'y a que soi-même qui peut, on est la seule personne à pouvoir le dire. Donc voilà, quand j'ai compris ça, ça a été un choc finalement, mais quelque part une libération parce que je comprenais qui j'étais et je comprenais qu'en fait depuis toute petite, je portais un masque. Mais
mais ce masque, en fait, il est très difficile à retirer parce qu'on on vous élève de cette enfin, dans l'éducation en France, enfin dans notre société en occidentale et même partout, un petit peu partout, elle est très genrée. Donc on vous apprend à rentrer dans un modèle, dans un moule, et sans tenir compte de ce que vous êtes vraiment. Donc ce masque, finalement, il finit par vous coller à la peau, et l'enlever, c'est très compliqué, parce que on sait pas ce qu'on va vivre derrière, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas. D'abord, on a peur de pas être reconnu, on a peur d'être moqué, bien sûr, mais de tout ce qu'on vous a exposé précédemment. Et c'est vrai que on finit par se demander si on est capable de le faire. Et puis il y a un moment où la pression à l'intérieur de moi-même devenait tellement forte que je pouvais plus vivre comme ça. Donc j'ai décidé de faire une transition. Donc c'est ça. C'était de retirer mon masque et de montrer qui j'étais et d'être moi-même. Et quand j'ai retiré ce masque, quand je suis devenu moi-même, ça a été c'était une libération, c'était extraordinaire, c'est un des moments les plus forts de ma vie, parce que c'est vraiment se découvrir soi-même. C'est pas simplement une apparence, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose d'assez profond qui est assez difficile à décrire. Mais aujourd'hui, je peux dire que enfin, je suis une femme libre. Voilà. Très beau, un très très beau témoignage. Merci beaucoup Hélène, à toi d'avoir bien voulu participer. Et en plus on a pu te voir, puisque lorsqu'on avait répété un petit peu ensemble, on a eu la chance de pouvoir le faire en Skype et donc de se voir l'un et l'autre. Et je trouvais que ton message passait beaucoup mieux en te voyant l'exprimer. Et c'était un très très beau message. Merci beaucoup à toi. Merci à vous de m'avoir laissé la parole. J'apprécie aussi de partager ça. Donc, écoute, en tout cas, on est très très heureux d'avoir pu. Et je suis ouverte aussi si tu as des questions, si des choses, des interrogations, des choses. Voilà, je suis tout à fait ouverte au dialogue. Merci beaucoup. Si vous avez une question à poser à Hélène, n'hésitez pas. Vous avez la petite conversation de Copnet en bas à gauche qui vous permet d'écrire un message, et on verra à la fin de notre webinaire pour une session questions-réponses. Alors, juste un petit instant technique. Hop. Voilà. On va bientôt accueillir notre deuxième invité. Je vous demande juste un petit instant. Mais avant de lui donner la parole, on va déjà activer sa caméra. Voilà. Et on va parler du dernier sujet de notre webinar. Et finalement, vous avez prévu une très belle présentation avec le drapeau des alliés, et de vous dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un allié? Mais je vais vous lire qu'une petite partie, puisque je pense que Laurence, qui est notre invitée, en parlera bien mieux que moi. Déjà, un allié ou une alliée au travail, c'est quoi, c'est qui? C'est une personne qui contribue par son engagement à développer une image positive des personnes LGBT+, et favorise leur inclusion dans le monde du travail sans pour autant être ou s'affirmer LGBT+. Parce que oui, on a besoin finalement de tout le monde pour pousser les différentes composantes de la diversité, et donc forcément la partie LGBT+. Il n'y a pas que les LGBT+, qui doivent parler de ces sujets-là. On l'a vu avec la déclaration de l'ONU, finalement, ça relève davantage des droits de l'homme, l'égalité. Donc il est important pour nous d'avoir des alliés. Et donc j'ai la chance d'accueillir Laurence Leroy-Perrin, responsable de la diversité à la direction Orange Grand Sud-Est, qui, je crois, est basée à Marseille. Et donc Laurence, je vais déjà te donner, t'activer ton micro, parce que je crois qu'il ne l'est pas encore. Hop. Et une fois que ce sera fait, voilà. Je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques, selon toi, dans ta vie au quotidien, bien sûr chez Orange, mais également en dehors, qu'est-ce que c'est qu'être un allié et en quoi pour toi c'est important? Merci de m'accueillir parmi vous. Alors, je me suis beaucoup interrogée sur la terminologie allié que vous utilisez, qui est utilisée donc, dans le cadre de nos échanges.
Pour moi, en fait, elle renvoie à ce que vous avez au pied aussi, parce que quand on évoque cette question-là, on n'est pas sans se référer possiblement à un état de guerre, un état de conflit potentiel, mais surtout, à mes yeux, elle fait écho à cette recherche de soutien et d'appui partagé. Donc au vu des éléments que vous nous avez livrés, effectivement, il y a une vigilance, une attention à pouvoir s'engager dans une attention portée à lutter contre toute forme de discrimination. Donc c'est pour moi être cela, qu'être allié sur la question du genre et de l'accueil de l'autre. Et donc ça renvoie à l'altérité, à la capacité à accueillir l'autre dans toute sa réalité et ses réalités. Alors j'ai la chance de faire partie d'un réseau d'acteurs au sein donc d'Orange, qui est celui des responsables diversité sur l'ensemble des DO. Nous sommes animés par Olivier Orluc, qui véhicule aussi cette attention et qui nous structure autour de ces sujets qui sont très variés. Et donc, dans l'action du quotidien que je porte sur la DO Grand Sud-Est, il y a évidemment ce souci d'être en capacité d'accueillir toutes ces différences et dans un état d'esprit, et ce sens qui est porté donc dans le cadre des animations qui sont les nôtres au niveau national, mais aussi que nous retranscrivons au niveau local et que je tente au quotidien de porter. Donc c'est un esprit qui est, alors c'est peut-être un peu grandiloquent, mais qui est hérité de cette humanité propre à notre héritage des Lumières, et ça j'y suis particulièrement attachée, et qui veille à ce que nous soyons donc dans une bienveillance de l'autre. Et ça place au cœur de ce sujet pour nous, organisation territoriale, le rôle des managers et de pouvoir les accompagner pour qu'ils comprennent les enjeux sociétaux qu'ils vivent dans leur vie intime, personnelle, et que nous vivons aussi dans nos collectifs entreprises. Alors c'est pour ça que localement, on a construit, et avec vous, d'ailleurs avec Mobilise-nous et par l'intermédiaire de Claire Lamberti, des modules à destination de ces derniers qu'on a intitulés les matinales et qui s'inscrivent dans leur quotidien en termes de communication, donc qui sont destinés à être partagés dans les comités de direction et qui sont orientés donc sur la question du genre et la question LGBT+. Donc pouvoir décoder, pouvoir comprendre, pouvoir s'ouvrir à l'autre et recevoir donc ses différences, sa diversité pour pouvoir collectivement avancer. Ça fait aussi référence à nos engagements au travers de la charte de la neutralité qui fonde un vivre ensemble important à mes yeux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc un programme que nous montons localement qui s'inspire aussi d'une histoire et qui vise à nous permettre d'agir au quotidien auprès de nos managers pour porter le sens de la différence dont on est fier. Voilà, donc je voulais en terminer par une attention qui m'est propre et je dirais que finalement l'essentiel est invisible pour les yeux et que on ne voit bien qu'avec le cœur, et c'est le sens aussi de l'action des responsables que nous sommes diversité sur nos DO. Merci de votre attention. Merci à toi Laurence pour ce très très beau témoignage. Et puisque la thématique de ce soir c'était bas les masques, eh bien j'ai proposé à tous celles et ceux qui le souhaitent d'afficher leur webcam pour se rendre visible, puisque c'était bien la thématique finalement. C'est être visible, pouvoir être tel que l'on est dans la vie de tous les jours, que ce soit en France, lorsqu'on voyage en Europe, dans le monde du travail, peu importe le moment, peu importe l'endroit, en tout cas être soi-même et être visible, c'est vraiment notre mission. Et je trouve que Laurence, tu nous as fait un très très beau témoignage, et on a besoin de plus de personnes comme toi qui agissent au jour le jour, puisque c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses. Et on voit dans les commentaires qu'on a de très très beaux retours sur vos deux témoignages à Hélène
et à toi. Alors, je vais ouvrir l'ensemble des micros. Ainsi, si une personne souhaite s'exprimer en direct, elle pourra le faire. Alors, juste un petit instant, puisque je débute dans l'exercice. Voilà, tous les micros sont ouverts, donc si quelqu'un souhaite s'exprimer, qu'il n'hésite pas, la parole est plutôt libre. En tout cas, je tenais à remercier très chaleureusement l'ensemble de mon conseil d'administration et très particulièrement mon équipe qui m'a aidé pour monter ce premier exercice, ce premier webinar. Je pense à Nathalie qui m'a aidé pour le quiz, je pense à Nicolas qui m'a aidé pour absolument tout, de la présentation au visuel, à corriger mes quelques fautes d'orthographe. Je pense à Xavier qui a partagé les invitations et qui l'a coécrit avec moi. Et je ne pourrais pas ne pas remercier Claire qui est bien sûr ma compagnonne de crime, ma co-animatrice dans tous nos événements et qui a été une grande La bavarde. La bavarde. Avant de nous quitter, de vous laisser la parole, je mets un dernier lien dans la COPNET, un dernier lien M sur V, c'est un questionnaire. Là, l'important c'est de vous donner la parole, vous demander ce que vous avez pensé avec un petit système de smiley, qu'avez-vous pensé de ce premier exercice, parce que pour nous aussi c'était nouveau de vous proposer ce webinaire. Et puis, qu'est-ce que vous avez à nous dire, que ce soit un commentaire pour les intervenants à qui nous leur ferons bien évidemment passer le message, mais aussi votre avis, des questions, bref, tout ce qui n'a pas été très clair ou tout ce que vous pourrez nous donner pour qu'on s'améliore pour un futur événement, n'hésitez pas, c'est une parole qui est totalement libre et anonyme. Voilà, écoutez, je laisse la parole à si quelqu'un souhaite s'exprimer. Hop, et je remets la vidéo. Pardon. Alors, quelqu'un me demande le rôle de présentateur. Je pense qu'il s'agit d'une erreur. Mais si c'est moi qui fais erreur, ne pas hésiter à me le dire. Là, tous les micros sont ouverts. Tout le monde peut s'exprimer. Non, c'est pas un exercice. Voilà, si quelqu'un veut parler, vous pouvez, les micros sont ouverts, donc vous pouvez y aller. Bon. Écoute Claire, on va pas. S'il n'y a pas de questions, il y aura toujours le M sur V pour que chacun puisse y répondre et peut-être que d'ailleurs nos participants sont déjà dessus. Ce que je vous propose, avant de nous quitter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'association, mobilisez-nous. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont affichés. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et bien évidemment Plaza qui est notre réseau social d'entreprise Orange. Il vous suffit de taper l'arrobase mobilise-nous sur l'ensemble de ces réseaux et vous nous trouverez. Et pour le reste, pour toutes les informations de l'association, notre fonctionnement, pourquoi pas nous rejoindre, nous accompagner, devenir référent en région, bref, toute aide est bien sûr la bienvenue, et bien vous aurez l'ensemble des informations sur le site de l'association mobilise-nous.org qui est disponible sur mobile. Vous pouvez le mettre comme une application même si vous voulez. N'est-ce pas? Je fais un petit clin d'œil à mon webmaster qui a travaillé d'arrache-pied pour nous créer un site adapté sur toutes les plateformes, donc il marche bien pour tout ce site. Merci Elki. Eh bien, écoute, Claire, je pense il va être l'heure de nous quitter. C'est ça. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir et de vous remercier encore pour avoir participé à ce premier webinaire en espérant que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Pourquoi pas que vous avez été ému avec le témoignage d'Hélène, entre autres, et puis sensible aussi à ce que Laurence nous a dit. Et c'est vrai, un grand merci à nos deux intervenants. C'est vrai qu'on le voit dans les messages, ça a beaucoup plu vos deux interventions et je pense qu'elles étaient toutes les deux complémentaires. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.